pour une partie de la gauche, envisager même d'avoir un plan B et de quitter l'Union européenne, c'est un crime de lèse-majesté, pire que de ne pas s'occuper des conditions de travail des plus pauvres dans notre pays. La raison, c'est que le Parti socialiste a abandonné cette mission initiale de ce qu'était la gauche, je vous le disais, pour la construction de cette Union européenne qui est très libérale. Monsieur Kuzmanovic, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur VA+. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer notre entretien, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter, donc nous parler de votre parcours politique? Moi j'ai 48 ans, je suis marié, je suis papa de 3 filles. Et donc ce sont des choses importantes dans la vie. Je crois que je me caractérise par le fait que j'ai une vie assez riche d'expérience. Et c'est, je crois, la grande différence avec de nombreux candidats à l'élection présidentielle, qui beaucoup et de plus en plus de personnels politiques viennent d'un sérail et souvent sont hauts fonctionnaires, passés par l'ENA, ce qui est maintenant la forme la plus classique de recrutement du personnel politique. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait d'études. Je suis passé à un moment donné par l'ENS et le MIT, parmi de nombreuses et différentes études. Mais j'ai une vie plus vaste que juste un rapport savant aux choses. Ouais. Et donc, mais il a fallu que je travaille pour payer mes études. Ouais. Donc j'étais ouvrier sur chantier, je suis vendeur, je fais serveur, prof de ceci et de cela, enfin plein de trucs. Okay. Et puis après, j'étais dans l'humanitaire en Afrique. Après plus de 2 ans en France, au contact des sans-abri en France. Donc j'ai vu la paupérisation monter dans les années 90 de manière accélérée. J'ai enseigné quelques années à l'université, à Versailles-Saint-Quentin, à Bordeaux 3, petit bout à UP Bordeaux. Et puis entre ces différentes activités, j'ai fait mon service militaire. Et puis j'ai servi, service militaire long, et je me suis engagé dès que ça a été possible. Après, je me suis engagé dans la réserve opérationnelle. D'accord. Est-ce que vous étiez déjà de gauche à cette époque? Alors, la question, commencer dans le dur. Je voulais vous demander... Je vais vous dire de manière en boutade, je ne suis pas sûr d'être de gauche, mais je suis sûr que je suis socialiste. Mais socialiste au sens... pas parti socialiste, au sens... Jaurès. Jaurès. On s'intéresse au peuple, à la justice sociale, à l'équité, au salaire, à l'accès à l'école pour tous, aux soins pour tous. Comment on vit mieux ensemble, comment se répartit la richesse produite collectivement, de manière à ce que ce soit juste entre tous les Français. Dans ce sens-là, je suis socialiste. Et quand je dis que je ne sais pas si je suis de gauche, c'est que la gauche, justement, a une partie de la gauche. Évidemment, pas toute la gauche, mais ceux qui se revendiquent de gauche, beaucoup, ont abandonné ce combat qui est quand même censé être le combat essentiel, en tout cas qui est entendu de cette manière-là par les catégories, en tout cas populaires. Et est-ce que justement cet engagement dans l'armée a été compris dans les milieux dans lesquels vous pouviez évoluer, notamment universitaires, etc. Non, oui, c'est compris, mais il faut toujours expliquer. Ouais. Alors, on est quand même dans un long moment de détachement de certaines valeurs, par exemple de l'attachement à la patrie, dans les partis et mouvements de gauche. Et donc, au début, ça peut sembler étonnant. Mais pourquoi tu vas faire le service militaire? Tu n'es pas obligé, tu as fait des études, tu peux te faire exempter. Tout le monde se faisait exempter, c'est vraiment extrêmement simple. D'ailleurs, comme j'ai commandé à des appelés, donc des soldats, qui eux n'avaient pas accès à tonton colonel ou à un médecin de famille ou n'avaient pas fait de grandes études, on avait principalement des jeunes de cité et des paysans vendéens. Peu fortunés. Donc on a une distanciation sociale qui rappelait ce qui se passait au 19e siècle. Vous êtes bien né, vous ne faites pas l'armée, vous venez des gueux, alors oui, vous pouvez y aller jusqu'au bout. Bon. Moi, je voulais le faire parce que je considère, et j'ai toujours considéré, c'est quelque chose auquel je crois depuis que je suis adolescent. J'attache une importance, entre autres, à l'armée française, mais aussi au service national, au service militaire, parce que je considère, et je ne suis pas le seul, que c'est un acquis de la Révolution française, autant que la citoyenneté, que le droit de vote, et que c'est quelque chose qui a été volé au peuple, quand on a supprimé le service national. En dehors du fait que ça rompt, c'est un des éléments d'identification de la jeunesse à un pays, c'est une sorte d'impôt du temps.
qui permettent de servir son pays. Parfois c'est utile, parfois c'est absurde évidemment. C'est pas pour dire que tout est parfait à l'armée, mais c'est ça l'idée. Et c'est ça qui, moi, me meut politiquement profondément. C'est voilà, comment est-ce qu'on peut être utile, comment est-ce qu'on peut servir. Et je considérais, et je considère toujours, parce que c'est dans notre programme politique, et c'est quelque chose, je vous dis, que je défends depuis des années dans toutes les formations politiques où j'ai été, le retour au service national, obligatoire, d'1 an, mixte, rémunéré, et voilà. Très bien. Et alors, après ce passage... Donc oui, on m'a dit, parfois, certains pouvaient même me dire, mais t'es pas fasciste pourtant. Mais c'est intéressant, et là je dis éventuellement à ceux qui seraient de gauche, qui m'écoutent, ça crée un changement sociologique dans les armées. Vous voyez, avant, quand il y avait les services nationaux, les forces, les réservistes, les officiers réservistes, ben souvent, il y avait beaucoup de gens de gauche, venant du PCF en particulier. Beaucoup de gens du PCF qui sont restés très attachés à l'idéal du Conseil national de la résistance, à ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà. Et donc, il le faisait beaucoup. Et donc, on avait un corps des officiers de réserve qui représentait bien la société. Mais là, comme c'est quasiment que sur le volontariat, bah, bien évidemment, les volontaires viennent plutôt des franges très à droite de la population. Et voilà. Donc, bon, il y a un changement sociologique. Et c'est une perte, je pense. Voilà. Alors, justement, après ce passage à l'armée, vous vous engagez politiquement. Comment... Non, d'abord, j'ai arrêté d'enseigner parce qu'on a eu notre premier enfant. Ma femme enseignait aussi. Et je vous dis, nous venons d'une famille qui n'a pas de moyens pour nous soutenir. Donc, moins de 200 € à chaque fin de mois qui s'accumulent. On s'est dit, stop, ça va pas être possible. Les enseignants étaient très mal rémunérés et sont très mal rémunérés, toujours. C'est un vrai problème dans notre pays. C'est aussi ce qui fait qu'il y a moins de respect et qu'il y a moins de jeunes qui veulent faire prof, réellement. Bon. Donc, ma femme a continué parce qu'elle est beaucoup plus douée que moi. Et elle a été recrutée à Paris 1. Elle a été nommée, comme elle parle russe, à Moscou, au collège universitaire français de Moscou, fondé par Marek Alter, entre autres. Pour enseigner là-bas. Donc, moi, je l'ai suivi. Je me suis dit, bon, allez, à l'aventure, on arrête. Moi, j'arrête ça, je vais faire autre chose. Et puis là, j'ai travaillé en entreprise. C'est là que j'ai commencé à travailler en entreprise. Et ça a commencé, étonnamment avec mon parcours, ça a commencé dans la finance. J'ai travaillé quasiment 4 ans dans une entreprise financière. Alors, c'est la Russie, c'est de la finance, donc c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que c'est de la finance hardcore, c'est presque pire que Wall Street, que le loup de Manhattan. Mais c'est une découverte de ce que je sais, comment fonctionne le monde de la finance. Je ne suis pas un père d'euros comme M. François Hollande. Quand on dit l'ennemi c'est la finance, je vois très bien comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, qu'est-ce que pensent les financiers, et combien nos économies sont financiarisées et intriquées, et combien c'est difficile d'agir dans l'intérêt du pays. Donc encore une fois, vous voyez, c'est une expérience. Alors je ne suis pas le meilleur financier, puis de toute façon je n'étais pas financier, j'étais analyste risque pays, mais j'étais dans cette entreprise. Je ne suis évidemment pas le meilleur militaire, j'ai une petite expérience, j'ai servi en opération extérieure en Afghanistan, j'ai un diplôme d'état-major, mais je ressens, je sais ce que c'est de partir quand on a une famille et un enfant qui reste dans un pays en guerre. Je vois comment ça fonctionne, l'armée, je sais quels sont les besoins, quels sont les matériels. Pareillement, je ne suis pas un grand ouvrier, alors il y a plein de trucs que je fais à la maison, mais c'est des métiers, c'est de l'expérience. Mais je sais ce que c'est que de travailler de nuit sur un chantier, les risques. Voilà, donc j'ai une expérience de la vie assez intime des Français, à différents niveaux, qui me permet, je pense, d'avoir une vision intéressante de la société et de proposer quelque chose de cohérent. Bref, et donc voilà, j'ai travaillé en entreprise. Et c'est à l'époque où, en 2008, Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti socialiste. Je le trouve extrêmement courageux, parce qu'il avait toutes les possibilités pour finir ministre. Il l'avait déjà été. Voilà, c'était un classique du PS. Élu pendant des dizaines d'années, enfin bon. Et là, il prend le risque de l'aventure pour ses idées. C'est quelque chose que je respecte. Parce qu'avant, on m'avait proposé, on était en discussion, il m'avait proposé de le rejoindre, et j'ai dit non, tant que vous êtes au PS, il n'y a plus de chance. Impossible. Voilà. Et je vais vous dévoiler un truc, j'ai été 1 an au Parti Socialiste. Le dossier. Voilà, c'est le gossip. Mais c'est parce que il y a mon très très bon ami et témoin de mariage qui n'a rien trouvé de mieux lors de l'enterrement de vie de garçon avec force alcool, à la fin de la soirée, à me faire signer une adhésion au Parti Socialiste pour se moquer de moi. Donc ça a été filmé, donc j'ai les preuves, voilà, tout est pardonné. Même s'il y a des gens aussi formidables au Parti Socialiste. Voilà, et puis donc je les ai rejoints, mais j'habitais
à Moscou à l'époque. Ouais. Il a fallu... Vers fin 2010-2011, je suis revenu en France. Et puis là, j'ai commencé à être militant au parti de gauche. D'accord. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons, comme on dit, jusqu'à être secrétaire national, en charge des questions de défense et internationale en 2015. Voilà. Très bien. Et alors, vous avez quitté la France Insoumise avec fracas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, brièvement, parce que pourquoi ce départ, en fait, qui est arrivé après 2017 oui, bien sûr. Ouais. La campagne, Jean-Luc Mélenchon est parti avec peu de moyens, même s'il a été ministre, mais c'est quand même très très peu de moyens, c'était très difficile la création du PG, il a fait, en tout cas, c'était quelque chose de courageux, j'ai dit. Il s'est lancé dans la campagne présidentielle de 2012, c'était difficile, on lui donnait 1% au début, il n'y a quasiment aucun moyen, tout s'est fait à l'huile de coude. Donc je respecte aussi les gens qui font les choses. Et puis il a fini quasiment 12%. Et rebelote, mais en mieux, en 2017, où il a quasiment failli être passé au second tour. Et donc l'histoire a été, je pense, peut-être différente. C'est pas passé loin. Bon. Et je considère qu'il a réussi parce que non seulement engagement politique, mais il avait un rapport à la France qui était différent. Et il le disait lui-même, c'est gaulliste. Alors, il disait Mitterrand de gaulliste, c'est-à-dire une vision de la grandeur de la France, l'indépendance de la France. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, on avait publié le vrai lancement de sa campagne, le début, c'était sur les questions régaliennes, géopolitique et de défense. C'était 9 décembre 2015. Donc il part toujours très tôt. Et c'était fait dans une salle aux Invalides, sous la cour d'honneur, avec une publication à la Revue Défense Nationale, qui est une des grandes publications de nos armées, à l'école militaire, pour un nouvel indépendantisme. C'était le titre. Très bien. Donc, il ne voulait pas dire souveraineté, mais c'était indépendance. Et c'était totalement gaulliste comme vision. Donc une France qui parle au monde, qui n'est pas vassale des États-Unis, mais pas plus de qui que ce soit, qui est indépendante, forte, qui se donne les moyens géopolitiques, les moyens de défense pour sa géopolitique. Et puis, il avait un discours, je vais dire jaurésien, beaucoup plus critique sur l'immigration, au sens de gauche. Bien sûr. Contre l'immigration, contre l'international de la misère, exactement. C'est pour ça. Je pense, vous connaissez votre Jaurès. Il y avait très peu de rapport aux questions sociétales, même si c'était défendu, bien évidemment, mais c'était pas mis en avant. C'était des questions de justice sociale, mais en même temps de grandeur de la France. Et ça, il y avait une ligne populiste. Elle était théorisée. Même il le disait lui-même. Alors, le clivage gauche-droite, ça marche plus. C'est le peuple contre l'oligarchie. Je suis toujours d'accord. Il y a un peuple historiquement qui est de droite, il y a un peuple qui est historiquement de gauche. Chacun définit droite-gauche comme il veut. C'est très compliqué. On peut s'engueuler tous les dimanches en famille rien que sur ces deux mots. Mais il y a un peuple qui marche ensemble, certains plus facilement que d'autres. Et puis il y a une élite, une oligarchie, donc des 0,1%, des ultra-riches, qui se dissocient des intérêts de la nation française et de ce peuple-là. Je pense que c'est la bonne approche. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lui incarne l'oligarchie au pouvoir, contre le peuple. Il a suffisamment manifesté, entre autres avec les Gilets jaunes, par exemple. Voilà, et je regrette que M. Mélenchon ait arrêté cette ligne-là pour revenir à l'hégémonie à gauche, c'était son terme, ce qui est une sorte d'union de gauche, et puis qui a raté. Il a perdu toute sa force et sa saveur. Alors on voit que là, en ce moment, il revient un peu sur des thématiques de 2017, mais il y a eu beaucoup de pertes quand même. Et puis c'était aussi sur la question de l'Union européenne. En 2017, c'était parfaitement clair. Il y avait un plan très logique, suite à l'offensive de la Banque centrale, du FMI, de la Commission européenne contre la Grèce, après que les Grecs aient voté non au référendum, qui était un jour extraordinaire. Pour moi, militant, c'est encore une fois, c'est un petit peuple qui sait qu'il a une pistolet sur la tête, qui se révolte et dit non, on se laissera pas faire en tant que nation et on se laissera pas manger tout ce qu'on a, tous nos acquis, l'hôpital, l'école. Bon, Tsipras trahit. Et nous avons donc l'idée de faire le plan A, plan B, qui est résumé dans le programme en 2017 par cette Europe, on la change, plan A, ou on la quitte. Limpide et clair. Bon, et après, c'est devenu, comme pour une partie de la gauche, envisager même d'avoir un plan B et de quitter l'Union européenne, c'est un crime de lèse-majesté, pire que de ne pas s'occuper des conditions de travail des plus pauvres dans notre pays. D'accord.
La raison, c'est que le Parti socialiste a abandonné cette mission initiale de ce qu'était la gauche, je vous le disais, pour la construction de cette Union européenne qui est très libérale. Et donc, il a été obligé de discuter avec ces gens-là. Et ELV, ou le Parti socialiste de M. Faure, ou Génération.s, ou même beaucoup de ceux qui sont à l'extrême gauche, ont énormément de mal avec ne serait-ce que la logique de cette Europe, on la change ou on la quitte. Et donc voilà, ce sont les raisons principales pour lesquelles il y a une rupture. Bon, ça a pris 1 an, c'est comme les couples, ça explose au grand public un jour, mais en fait, ça couvait depuis 6 mois, 6-7 mois. Et alors, maintenant, vous êtes président donc, de votre propre mouvement, République Souveraine, et vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2022. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter donc, déjà la fondation de votre mouvement, et aussi comment vous est venue l'idée de cette candidature? Est-ce qu'il y a un événement particulier? Est-ce que vous y pensiez depuis un moment? Comment ça s'est passé un petit peu? Comme beaucoup de choses dans la vie, les choses sont un hasard, les points se relient, puis on se retrouve... Alors, il y a des choix qui sont faits, mais on est aussi emmené par les événements. Je vous le dis, en 2017, c'était pas du tout un objectif. Oui. Pour moi, en 2017, on continuait la France insoumise, on améliorait, avec Jean-Luc Mélenchon, on améliorait le programme en continuant encore plus sur cette ligne populiste et en éliminant des restes de ce qu'il y avait encore de ce que moi je trouve problématique, comme Lénine, d'éléments gauchistes qui encombrent et qui sont incompréhensibles pour les catégories populaires. J'espérais qu'on irait dans cette voie-là. Et si ça avait été le cas, je pense que l'offre pour les européennes aurait été particulièrement très très différente. Et puis la France insoumise aurait pu être une incarnation réelle du mouvement des Gilets jaunes, plutôt que de passer un peu à côté. Vous voyez, c'est pas ça qui s'est passé. Donc je suis sorti de... Voilà. Puis quand vous êtes engagé et que... Moi, je crois à ça. Mon père est yougoslave, mais il fait partie de cette intelligentsia étrangère pour qui la France est un grand pays. Il y a plein de gens sur cette terre. Il n'y a pas tant de pays qui provoquent ça, c'était fait. Mais la France en est un depuis 1789. Vous pouvez naître russe ou chinois ou algérien ou argentin, et la France, c'est quelque chose. C'est quelque chose, monsieur. Et vous l'enseignez à vos enfants. Il y a un respect, regardez les droits de l'homme, il n'y a pas que ça, mais c'est la révolution, c'est de la littérature, c'est des arts, c'est un pays qui rayonne dans le monde. Et c'est intéressant d'y être. Être français, c'est quelque chose de ça, mais ma mère, elle, est française, longue lignée de paysans... et certains paysans soldats de Lorraine. Donc je suis très attaché à ce pays. J'aime la France. Et je considère que c'est un grand pays qui a non seulement une histoire, mais un futur de grande puissance. Et pas de puissance moyenne. Ça tranche un peu avec le déclinisme ambiant. Exactement. Je ne comprends pas ce déclinisme ambiant. Je le dis à tout le monde. Quel sens ça a? Alors, d'abord, on a un pays dont la langue est la troisième la plus importante en termes d'influence dans le monde. C'est pas mal. Les Anglais basent, entre autres, leur soft power sur l'anglais. Bon. On arrive dans un moment de crise grave, entre autres de crise climatique, qui vont poser des problèmes pour l'alimentation. On rentre dans une crise alimentaire mondiale sévère. La France, sa puissance, elle l'a tirée pendant des siècles de son sol. C'est une des 3 meilleures terres au monde, la Beauce, par exemple, avec l'Ukraine et le Middle West américain. Bref, c'est un moyen de non seulement de survie, mais de résistance. Parce que quand vous avez des bonnes terres au moment où personne ne les a, c'est de la puissance. C'est la deuxième surface maritime mondiale. Dans la course délirante actuellement qui commence, et qui mène déjà aux guerres, mais où il y en aura encore plus d'accès aux ressources, avec les nouvelles technologies, nous avons, accès à des ressources sous-marines auxquelles n'ont pas accès d'autres pays. Nous sommes dans un climat qui est quand même tempéré, extrêmement intéressant. Et puis, on a un pays qui a des atouts. On est quand même une des nations cadres de l'espace, de la conquête spatiale. C'est pas rien. On est une des nations cadres, alors, aussi pour le nucléaire. Alors, on a des élites qui fracassent tout ça, qui envoient les moteurs Ariane 6 en Allemagne, qui mutualisent tout ça au niveau européen de telle manière que si vous voulez changer un boulon sur Ariane 6, il faut l'accord de énormément de monde. C'est pas du tout comme ça que fonctionne SpaceX. Mais c'est la France, ça, à la base. Perdre des contrats du siècle.
faire des contrats du siècle, voilà, bon, avec Naval Group qui était fondé par Richelieu. Bref, on a de grands éléments de puissance, plus des Français qui sont... c'est une nation d'ingénieurs, c'est une nation de créatifs, de musiciens, d'artistes. Voilà, vous avez quelques effigies ici. C'est pas mal, non? Ce sont des éléments de puissance. Je ne vois pas en quoi. La Russie, à part qu'ils sont 140 millions et que nous sommes que la moitié, ça va, serait, elle, une grande puissance, et pas nous. D'accord. J'ai vu que vous aviez reçu le soutien donc, de Michel Onfray, qui est un des décadentistes les plus célèbres de France. Vous pensez lui redonner un souffle d'optimisme? Oui, j'espère. Voilà, quand on a des discussions, je suis l'optimiste. Et c'est peut-être aussi un effet de génération. Malheureusement, les 40 dernières années sont des années de déclin. Ouais. Je pense, pour l'Occident en général, mais en particulier pour la France, d'abandon, mais justement de nos industries, de nos valeurs, de ce qui a été bâti après la Deuxième Guerre mondiale, justement dans cet accord, à l'époque, qu'il y avait entre les... On s'est schématisé, mais entre les gaullistes et les communistes. Il y a un abandon même de la fierté. Donc il a vécu tout ça. C'est 40 ans, c'est long. On a l'impression qu'il n'y a que des défaites, que des défaites, que des défaites. Au bout d'un moment, on dit, bon... Puis quand vous vous retrouvez avec Emmanuel Macron, qui s'aborde de plus en plus ce pays, évidemment... Vous pouvez peut-être avoir un sentiment comme ça, mais au fond, je sais qu'il y croit quand même. C'est pas pour rien. Si vraiment il était totalement... il pensait que ce serait la fin, il n'aurait pas fait Front Populaire, et il ne continuerait pas quand même à tenir son bout de tranchée. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer les grandes lignes de votre projet politique, donc, des mesures phares, vous décrivez comme souverainiste notamment. Oui. Qu'est-ce qui, par exemple, pourrait vous différencier d'un Dupont-Aignan, d'un Philippot ou d'un Asselineau? Quelle va être votre particularité idéologique dans ce mouvement qui est assez transpartisan? Quel souverainisme? La première grande différence avec beaucoup, et elle est matérialisée dans notre slogan, de l'audace qui renvoie à Danton, reprenant le contrôle. On comprend très bien de quoi il s'agit. On essaie d'inspirer de nos amis d'outre-Manche. Mais le nôtre est très particulier, c'est avec De Gaulle et avec Jaurès. Donc on pose d'entrée de jeu la rupture avec le clivage gauche-droite tel qu'il est entendu, et on s'attache à ce qui est... c'est le cœur de ce que l'on est, en même temps à la défense, comme dirait Emmanuel Macron, en même temps, à la défense de la patrie, de l'idée de grandeur de ce pays, et en même temps à la République sociale. Bon. Je ne suis pas totalement convaincu que Dupont-Aignan ou M. Asselineau soient très très en défense de la République sociale. Et ils sont... Alors, certains sont de droite. Je pense par exemple à M. Dupont-Aignan, qui ne comprend pas qu'il y a eu un changement radical de la structure du système capitaliste dans les années 80. Il pense qu'on peut revenir à un Nantais, où il y aurait un affrontement gauche-droite, économique, mais il ne voit pas que le capitalisme n'est plus national industriel, ce qui justifiait, ce qui permettait d'avoir justement une droite industrieuse, commerçante, voilà. Mais les pieds ancrés dans le pays, avec les jeunes qui faisaient l'armée, puis qui emmenaient, quand il y avait la guerre, emmenaient les paysans et les ouvriers au combat, puis voilà, on est dans une nation. Et il y avait des discussions, ça tiraillait, on faisait des grèves, des manifestations, presque révolutions, et il y avait une partage de la richesse, et bon an, mal an, on avançait ensemble. Le capitalisme, et ça ils ne comprennent pas, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas, est devenu financier et international. Et donc les tenants du capital, quand bien même ils seraient français, n'ont pas d'intérêt à ce que la France tourne bien. Et n'ont aucun intérêt pour la condition des Français. On dit l'argent risque de partir, mais l'argent est déjà parti. Tout est numérisé. J'aimerais bien savoir si... quand on parle de certains aspects de notre programme, les gens disent « mais l'argent va partir ». Mais ils croient que l'argent est où? Là, la Banque de France, en face du Lutetia? Mais non. C'est des 0 et des 1 sur des au Caïman, ailleurs, c'est déjà ailleurs de toute façon. Et les investissements se font ailleurs.
Voilà, c'est des gens qui acceptent, certains malheureusement, acceptent qu'ici, il y a de la paupérisation, on a 10 millions de pauvres, qui est 10% de chômeurs et plus, en fait, en réalité, qui est 20%, un travailleur sur 5 qui travaille, qui soit précaire. Bon, bref. Donc ça, c'est la différence, par exemple, avec Dupont-Aignan. Avec Asselineau, avec M. Asselineau, nous, la différence, encore une fois, c'est que la souveraineté, n'est pas en soi, c'est un moyen pour agir, pour faire quelque chose. Et ce quelque chose, en gros, c'est un nouveau programme des Jours Heureux, c'est le Conseil national de la résistance, ce sont nos références, ce que je vous disais, c'est gaulliste à l'international, c'est plutôt de droite, aussi pour caricaturer, sur les questions régaliennes, de sécurité, de régulation de l'immigration, en tout cas droite entendue aujourd'hui, et de gauche sur tout ce qui est répartition de la richesse, justice sociale, amélioration des conditions de travail, accès à l'école, aux soins. On a un programme qui est organisé et cohérent. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis surtout, on n'oublie pas que la souveraineté, elle est double. C'est la souveraineté nationale, c'est le pays décide pour lui-même de sa destinée, mais c'est la souveraineté populaire. Et c'est l'article 3 de notre Constitution. Et je le dis souvent, mon programme, c'est les 4 premiers articles de la Constitution qui ne sont pas respectés. Article 1, la France est une république sociale et laïque. Et l'article 3, c'est la souveraineté nationale procède du peuple qui s'exprime par ses représentants ou par voie référendaire. Bon, c'est assez clair, c'est mon programme. Pardon. Vous êtes pour le RIC, par exemple? Nous sommes pour le RIC, mais déjà nous sommes pour l'application de la 5e République en bon état, et pas avec les, je ne sais plus maintenant si c'est 17 ou 24 réformes constitutionnelles parfaitement aberrantes qui l'ont rendu complètement inopérante, fragile, et qui font que le locataire de l'Élysée a encore plus de puissance qu'au début de la 5e. Est-ce que vous ne croyez pas tout de même qu'une union, c'est un serpent de mer politique, mais des souverainistes, ou en tout cas des eurosceptiques, des anti-européens, serait au moins un moyen de peser électoralement pour beaucoup de mouvements, comme je pense aux Patriotes de Florian Philippot, à l'UPR, etc., qui peut-être idéologiquement parviennent à convaincre un certain nombre de Français, mais qui n'arrivent pas à les faire revenir dans les urnes. Est-ce que vous ne croyez pas que faire un peu au moins entamer un dialogue, je ne sais pas si vous parlez avec eux, un petit peu de logique transpartisane, ne ferait pas un peu de bien au mouvement? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas anti-européen. J'aurais bien de la peine à être anti-européen, vu que j'ai une grand-mère tchèque, un grand-père serbe de Bosnie, d'autres qui viennent de Lorraine. Je suis marié à une femme qui est franco-russe. Enfin, bon, je suis absolument et totalement européen. J'ai un coup de la famille en Pologne. Voilà, c'est bien mélangé. Les guerres en Europe y ont bien contribué. Donc je ne suis pas anti-européen. Moi, je suis pour, encore une fois, là, c'est du gaullisme classique. Je suis pour une Europe des nations, œuvrant dans l'intérêt des peuples. D'accord. Alors maintenant, pour votre question, il se fait que moi, je discute avec beaucoup de monde. Beaucoup plus de mal. Et il n'y a quasiment pas de discussion depuis très longtemps avec M. Philippot, pour la bonne raison qu'il a du mal à participer à des discussions collectives, et puis qu'il a des lubies qui ne sont pas les nôtres. Et moi, Votre référence au pass sanitaire, peut-être? Oui, non, mais voilà, il a fait une sortie de route, c'est fini, je pense, politiquement. C'est une grave erreur. Moi, j'étais pour la vaccination. Mais en étant très, très critique depuis le début, et on ne s'est trompé pour le coup sur rien dans l'analyse qu'on a faite, parce qu'on s'est intéressé à ce que faisaient les Coréens du Sud, les Taïwanais, en détail. Et on voit ce que c'est qu'un pays... là, quand on parlait de grandeur, la Corée du Sud, c'est... combien? 50 millions d'habitants. Le territoire est grand comme le 2/3 de la France. Bon, vous avez peut-être comme moi un téléphone Samsung et vous regardez des animés coréens. K-pop, ça marche très bien. Il y a Daewoo. Eux, ils ont gardé leur conglomérat et quand l'État, quand il déclare on veut faire quelque chose, il fait quelque chose. Alors, en 1960, c'était un pays de paysans analphabètes sous dictature. Donc quand on veut, on peut. Bon, certes, ils ont reçu un peu d'aide américaine, mais bon, ils n'avaient quand même pas la puissance de la France en 1960. Bon, quand on a envie, on y arrive. Et ils sont inscrits dans aucune... ils sont dans l'ASEAN, mais ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Ils sont autonomes. Voilà. Donc,
on a été très critiques en regardant ce qu'avaient fait les Coréens. On pouvait combattre le virus. Ils ont 3000 morts, nous on est à 120 000. Enfin, comparativement, c'est assez incroyable. Ils n'ont jamais fermé leur économie. Ils n'ont pas menti sur les masques. Ils n'ont pas dit que les masques ne servent à rien. Enfin bon, on va pas revenir. J'imagine que vous avez déjà analysé tout ça de nombreuses fois. Bon, ce gouvernement est tout à fait pathétique. C'est bien Emmanuel Macron qui disait aussi en décembre 2020, on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. 6 mois avant, il ne croyait pas que le vaccin serait faisable. Contrairement à Trump, qui a mis des dizaines de milliards pour qu'il y ait un vaccin américain. Ouais. Et le seul vaccin que nous avons fait, nous, à Saint-Herblaye, en Loire-Atlantique, c'est parti en montagne. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, c'est bien problématique, mais moi, j'aurais fait une obligation vaccinale, compte tenu de la réalité de cette crise. D'accord. Et dès le début, moi c'est ce que j'avais dit dans un débat, les Chinois ne vont pas fermer une région, alors qu'ils ne sont pas toujours les plus tendres avec leur population, une région de 56 millions d'habitants, s'il n'y a pas un gros pépin. D'accord. Le Premier ministre Conte, à l'époque, d'Italie, ne va pas déployer 150 000 soldats et arrêter toutes ces entreprises alors que l'Italie est dans une situation économique grave s'il n'a pas reçu un dossier où c'est chocotte. Il n'est pas fou non plus. Bon, c'est QFD. Voilà. On a enfermé tout le pays plutôt que de bloquer juste les gens malades chez eux. Bon, c'est un exemple. Mais si on avait fait cette vaccination, on aurait fait comme elle aurait dû être faite. D'abord, on n'aurait pas menti, donc les gens auraient eu confiance en leurs dirigeants, et on aurait commencé par le gouvernement en faisant un show, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Voilà, les parlementaires sont les premiers à se faire vacciner. Bon. Puis après, on fait les personnes à risque, les plus âgées, vraiment tous, pas comme il y a encore maintenant 20% qui ne sont toujours pas vaccinés. Puis après, le personnel soignant, puis les forces de l'ordre. Pourquoi diable faudrait-il que les Français soient obligés d'être vaccinés et que ceux qui les contrôlent ne le soient pas? Franchement, je pense que ça a été un des meilleur moyen pour mettre la zizanie dans la tête des gens, et je comprends que beaucoup se soient dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Donc voilà, ça aurait été quelque chose d'ordonné, et même si ce n'est pas nécessairement censé, les gens sont libres de craindre le vaccin ARN. Eh bien, nous aurions pu avoir des dispositions, comme à un moment avait pensé l'Allemagne, qui, elle, agit dans ses intérêts quand il y en a besoin, de prendre des vaccins, par exemple Sputnik V, ou des vaccins produit par Cuba, qui porte le joli nom de Soberados, qui veut dire souveraineté 2, pays de 11 millions d'habitants qui produit des crevettes, de l'alcool et du tabac, qui arrive à faire 3 vaccins. Nous, il n'y arrive pas, 6e puissance. Il y a un petit problème. Et pour donner le choix, vous craignez l'ARN, je comprends très bien, vous avez les vaccins classiques. Et là, on n'aurait pas eu de problème, à part le epsilon de ceux qui refusent toute vaccination, ils existent. Bon, c'est comme ça. C'est ce que j'aurais fait. Donc là, on a une grande différence, parce que pour moi, contrairement à ce que pense M. Philippot, quand on gouverne, on gouverne. Et contrairement à ce que pense M. Emmanuel Macron. Lui, c'est le pass sanitaire. C'est vraiment totalement ultralibéral. C'est votre responsabilité. Et puis chacun se contrôle les uns les autres. Où est l'État? C'est un chaos total. Et M. Philippot, c'est ah non, c'est ma liberté. Ma liberté, c'est de faire ce que je veux. Voilà. Quand il y a une mobilisation générale, c'est pour ça. C'est les Bleuets de France. C'est pour Hubert Germain, qui est décédé il y a 2 jours. Ils y sont allés. Et quand il y a la mobilisation pour son pays, c'est la guerre, disait M. Emmanuel Macron. S'il faut se vacciner ou s'il faut monter au front, c'est la responsabilité du gouvernement de faire ce qu'il faut. Voilà. Donc ce sont les grandes différences. Et puis on verra. Nous sommes dans une première phase, parce que souvent on me demande, mais vous êtes proche de M. Montebourg, ce qui n'est pas faux, pas sur tout, mais sur beaucoup de sujets. Non, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un mal que plusieurs personnes défendent la souveraineté, défendent l'industrie française. Le fait qu'il casse le candidat, il ne parle qu'une seule fois. Là, en ce moment, je ne sais pas ce que fait M. Montebourg, par exemple, mais il doit parler de sujets industriels quelque part. Moi, je parle de souveraineté avec vous. Il ne peut pas être à 2 endroits. Il n'y a pas de don d'ubiquité. Donc, dans cette première phase de collecte des signatures, on verra qui ira jusqu'au bout, qui aura les 500 signatures, qui aura les moyens pour continuer. Et en fonction du mieux placé, si on est sur une ligne telle que nous on la défend, j'invite tout le monde à regarder notre charte sur notre site. Justement, on a une charte qui permet d'unir des gens venant d'horizons différents sur des valeurs centrales. On ne rentre pas trop dans le détail. En avant. Très bien. Si, au-delà des alliances donc transpartisanes, comment vous feriez, une fois au pouvoir, pour justement combattre les institutions supranationales qui entravent notre souveraineté? Quelle serait votre stratégie politique? Est-ce que, à l'instar de François Asselineau,
Vous parieriez sur l'article 50, sur une sortie, disons, institutionnelle et claire et nette de l'Union européenne, ou est-ce que vous auriez une autre méthode politique? Comment feriez-vous? Merci pour cette question, parce que c'est la question essentielle de cette élection. Et malheureusement, beaucoup trop de candidats mentent aux Français. Voilà. Ils mentent aux Français, essentiellement. En l'état actuel des traités internationaux, en particulier du traité de Lisbonne et des accords, de la manière dont fonctionne l'Union européenne, celui qui est élu, ou celle qui est élue président de la République, ne peut pas agir. Il ne peut que continuer, plus ou moins avec efficacité, une politique menée par Nicolas Sarkozy, François Hollande, dont les éléments sont retrouvés dans la LREM, et Emmanuel Macron étant le meilleur d'entre eux, et fait tout cela de manière accélérée. Poursuivre ce courant, ça c'est très facile. Voilà. Mais si vous voulez faire autre chose, et quelle que soit cette autre chose, imaginons que vous soyez un militariste total, vous voulez 4 porte-avions, envahir, je ne sais pas, il faut quand même financer tout ça. Si votre objectif c'est de recaréner les centrales nucléaires, d'en construire, de faire des hôpitaux de mieux armés sans faire de 4 porte-avions à nos soldats, d'avoir plus de policiers, de faire des prisons, et puis surtout de relancer l'hôpital dans ce pays, d'avoir des pôles de recherche, tout ça c'est notre programme. Vous imaginez bien qu'il y a des financements colossaux pour ça. C'est une relance dite néo-keynésienne. Bien sûr. Bon, ça, c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit. En plus, de toute façon, vous devez vous donner votre budget tous les ans, d'abord à la Commission européenne, qui statue depuis le pacte budgétaire signé sous François Hollande, qui décide si c'est bon ou c'est pas bon. Puis vos parlementaires, ils jouent dans le pâté de sable, à faire semblant pendant des heures toute la nuit, à changer des bouts de virgule et des centimes sur ce qui a déjà été décidé avant. Bon. Donc, c'est une question essentielle. Il faut reprendre le contrôle, d'où notre slogan. Et reprendre le contrôle implique de sortir d'une manière ou d'une autre. Et c'est là la différence, par exemple, avec M. Asselineau, d'une manière ou d'une autre, de cette Union européenne-là. Et j'insiste sur le 7. Le problème n'est pas de se faire derrière une ligne Maginot moderne et de dire d'avoir aucune coopération. Je vous ai dit, il faut des coopérations bilatérales, multilatérales. Mais l'article 5, j'ai appris ça, petit savoir militaire, en étudiant à l'école militaire, que bon, un bon plan, un mauvais plan, c'est de n'avoir qu'un seul plan. Ça amène à 1870, où ils sont partis droit dans la verte en se disant qu'en prenant des cartes d'Allemagne, il n'y a même pas des cartes de France, parce que de toute façon, la guerre se passera en Allemagne. Donc c'est une mauvaise idée d'avoir un seul plan. Je pense qu'il faut plusieurs plans. Et surtout se dire, on va sortir de cette Union européenne-là pour construire autre chose, éventuellement, mais on récupère notre souveraineté, et c'est un rapport de force, et on le fera de tous les moyens possibles. Ça peut être une sortie en 24 heures, ça peut être, pourquoi pas, l'article 50, cher à M. Asselineau, mais on a vu comme c'est très très compliqué en Grande-Bretagne, cette voie-là. Et moi, je crois au peuple, qui réclame plus de démocratie, depuis le référendum trahi de 2005, depuis le mouvement des Gilets jaunes, le RIC, tous les grands débats qu'on a eus à l'hôpital, la police, dans les écoles, et puis évidemment les Gilets jaunes. Bon, il y a une demande de démocratie, donc c'est le peuple souverain qui doit décider. Et mon premier acte, ce sera de faire un référendum en demandant est-ce que vous voulez que la France sorte de cette Union européenne-là pour reconquérir sa souveraineté? Est-ce que vous voulez, question subsidiaire, que le droit national prime sur toute autre forme de droit, quand il est plus favorable aux intérêts des Français? Simple, clair et net. Une fois qu'on a ça, on a un mandat populaire, on peut travailler. D'accord. Comment vous expliquez que cette thématique de la lutte contre l'Union européenne, en tout cas dans sa forme actuelle, ait été abandonnée par, vous le disiez tout à l'heure, pas totalement abandonnée, mais disons mise de côté par non seulement Jean-Luc Mélenchon à gauche, mais également Marine Le Pen, et peut-être aussi par, alors on ne sait pas encore s'il est candidat, mais par Éric Zemmour, qui a été un intellectuel extrêmement critique vis-à-vis de l'UE, et qui, aujourd'hui, semble avoir complètement abandonné ce combat-là. Comment vous interprétez, en fait, cette désertion, en fait, tout simplement, sur le sujet de l'Union européenne, de la part de personnalités souverainistes? Les raisons sont nombreuses, hein. Mais la première raison, c'est que quand vous êtes politique,
vous avez des conseillers qui viennent vous dire, en particulier des conseillers professionnels, des communicants qui disent ça, ce sujet-là, c'est rédhibitoire, vous allez perdre. Regardez Asselineau, sans se demander pourquoi, est-ce que peut-être qu'il y a d'autres raisons qui font que M. Asselineau et l'UPR n'ont pas percé. Mais c'est rédhibitoire. Les Français adorent l'Union européenne, et puis on tombe dans les arguments qui n'ont aucun sens. C'est quand même pratique de changer ses euros, enfin de ne pas avoir à changer l'argent quand on va à Milan, enfin bon, qui concerne quand même assez peu de Français. La raison aussi, c'est que les consciences sont formatées. Il y a quelque chose de vrai dans ces conseils-là. C'est que on répète depuis des années aux gens, depuis une quarantaine d'années, que l'Europe c'est fantastique et que c'est dans l'intérêt des peuples. Et c'est quelque chose qui est ressenti comme ça par le groupe social le plus aisé dans notre pays, qui va plutôt voter à toutes les élections, alors que le peuple, le peuple ouvrier, le peuple des employés ou les toutes petites classes moyennes s'abstient beaucoup plus. Ouais. Et c'est ce qui a été analysé magistralement par Christophe Guilluy, c'est cette frange de 20% qui, bien évidemment, n'est pas capitaliste, mais qui se sent emmené dans le bouillon de la mondialisation et qui pense qu'il y a un intérêt. Je pense que beaucoup, au contraire, commencent à se rendre compte qu'en fait, c'est pour leurs enfants que ça va être difficile aussi. Hein. Le problème ne va pas être que pour les ouvriers de Lens ou les paysans de Beauce. Ce dont parle Emmanuel Todd dans les... Ce dont parle Emmanuel Todd, enfin toutes les personnes un peu sérieuses qui travaillent sur ces sujets, moi je m'inspire d'eux. Hein. Emmanuel Todd, Guilluy, Godart. Avant eux, Thomas Frank aux États-Unis. Pourquoi les pauvres votent à droite et pourquoi les riches votent à gauche. Mais enfin bon, les titres sont... bon. Et Coralie Delhomme aussi, qui est décédée récemment. Malheureusement. Il y a eu ce livre posthume. Est-ce que vous l'avez lu? Oui, bien sûr. Ouais. Vous en avez pensé quoi? Le titre déjà est parfait, Nécessaire souveraineté, et elle dit les choses très clairement. C'est très simple. J'invite tout le monde à acheter ce livre. En plus, nous étions... tous ceux qui aimaient beaucoup ou qui avaient aidé Coralie Delhomme à un colloque organisé par ses amis à Montélimar. D'accord. En début du mois, pour faire vivre ses idées. Je pense que Coralie Delhomme, justement, est une des grandes intellectuelles qui pense ce problème de la souveraineté. Et vous remarquerez qu'elle le pense comme moi je le défends. Une vision un peu plus de gauche. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas la souveraineté populaire et l'objectif, c'est la République sociale. D'accord. Donc c'est ça qui est inscrit. Et encore une fois, quand on voit les grands modèles de notre histoire de France, quand on voit ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas d'autre forme de souveraineté en fait. La souveraineté, c'est le peuple, et donc le peuple peut s'attendre à retirer quelque chose de cette souveraineté. Bon. Voilà. En parlant de la gauche, justement, que pensez-vous de candidats comme Fabien Roussel, au PCF, qui incarne peut-être une ligne plus proche de la vôtre, qui semble renouer avec un peu le canal historique du parti, et justement d'Arnaud Montebourg, auquel on vous compare souvent? Est-ce que vous êtes en discussion avec ces candidats-là? Comment vous percevez leur candidature? Et surtout, sur la question de Fabien Roussel, qu'est-ce que ça dit de l'évolution du PCF, selon vous, qu'il y a un candidat comme ça, qui soit dans une ligne qui se rapproche vraiment plus de ce qu'a pu être le Parti communiste historiquement, quoi? Moi, je trouve leurs deux candidatures très intéressantes. Encore une fois, je ne pense pas que ça fait que les candidats se marchent sur les pieds, en tout cas pas pour le moment. C'est plutôt plusieurs figures qui défendent ce qui, je pense, est essentiel. J'apprécie considérablement la figure de Fabien Roussel, en tout cas tel qu'il se présente, et le programme qu'il défend actuellement, en espérant qu'il n'y aura pas de reculade. Mais oui, c'est le canal, comme vous dites, historique du PCF. Marchais, quoi. C'est Georges Marchais. Et ça correspond un peu à à certains éléments de notre programme. Et puis il y a cette grande défense qui est propre au PCF, sur laquelle on est d'accord, sur laquelle Montebourg est d'accord, et qui a un problème avec la gauche, le reste de la gauche, c'est-à-dire en particulier maintenant la France insoumise, mais une partie du PS, les Verts évidemment, c'est la défense du nucléaire français. Et non pas son abandon, comme c'est petit à petit ce qui est en train d'être fait par Emmanuel Macron. Donc c'est quelque chose d'assez central qui nous caractérise. Et en plus, je pense que nous sommes plus écologistes que les écologistes, parce que le problème principal étant de décarboner l'atmosphère,
à moins d'avoir un vrai recul en termes de consommation et de mode de vie, à part le nucléaire, les chiffres sont assez éloquents. Et alors justement, en parlant du reste de la gauche, il semble qu'il y a effectivement un déclin, en tout cas dans les sondages, en termes de dynamique. Les prochains mois peuvent donner tort à ces analyses-là, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a moins de vitalité dans l'élan de la campagne de Jean-Luc Mélenchon quand on la compare à 2017. Est-ce qu'il y a une décomposition de cette gauche pour vous ? Est-ce qu'elle est en train de... Est-ce que la gauche, ou en tout cas le mouvement socialiste, comme vous l'appeliez au début de notre entretien, est en train de se reformer? Est-ce qu'on assiste à... Est-ce qu'on a un tournant, en fait, de la gauche? C'est pas le mouvement socialiste, justement. Une grande partie de cette gauche-là, celle qui était de gouvernement, n'est pas socialiste. Oui. C'est le Parti socialiste, il porte très mal son nom. C'était une très bonne idée qu'avait Manuel Valls de changer le nom, parce que ça aurait été honnête. Est-ce que, justement, les socialistes sont en train de redevenir hégémoniques à gauche en face de, justement, des sociodémocrates, ou est-ce qu'en tout cas, il y a une vraie scission claire et nette qui est en train de se faire entre les deux? Ah oui, il y a une scission. Ouais. Non, mais il y a plusieurs... Enfin, si on décide de s'intéresser à la gauche comme concept, il y a plusieurs gauches. Ouais. Les néo-chevènementistes dont je fais partie n'ont absolument rien à voir avec les sociolibéraux du dit parti dit socialiste ou des ultra-gauches ça n'a absolument juste rien à voir. On ne parle pas du tout de la même chose, même si c'est dans le même paquet. C'est comme à droite. À droite, vous avez des gaullistes sociaux, comme vous avez Zemmour, comme vous avez... Bon, des gens très différents. Non, le problème de la gauche, c'est qu'elle est en déliquescence. Elle est déliquescence depuis très longtemps. Parce que le cœur du réacteur de la gauche, c'était quand même le parti dit socialiste. Ouais. Et ce parti-là a trahi. Et il a entraîné un effondrement de la gauche en termes électoral. On n'est même pas à 30%. C'est 26%. En additionnant tout le monde. En additionnant des gens qui ne se ressemblent pas. Donc ça veut dire que ce qui a été fait à gauche depuis 40 ans n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas ce que veut le peuple. Les électeurs de gauche potentiels, en tout cas pour ce que moi j'appelle le socialisme, mais ils sont là. Il faut aller les chercher. Et je pense que nous avons le meilleur programme en ce sens-là. Alors si c'est porté à la fin par quelqu'un d'autre, mais très bien. Mais c'est ce programme où il y a le cœur de l'électorat populaire, ouvrier, employé, classe moyenne, des gens qui sont pour une forme de justice sociale, de répartition de la richesse, et en même temps pour qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait un contrôle de l'immigration, et que la France, ça veut dire quelque chose. C'est quelque chose d'être français. Si vous avez ce programme-là, vous avez une majorité objective dans le pays. L'autre problème, c'est qu'une partie de cet électorat a été tellement trahie, en général par la classe politique qui promet monts et merveilles, et puis après, ça ne se fait pas, mais surtout par la gauche, et par la gauche du gouvernement. Ils ont été trahis quand même pendant 40 ans. Pendant 40 ans, on leur a dit, bon, pas pour tout, il y a quand même certaines choses ont été réalisées, mais quand même, la tendance globale, c'est tout abdiquer. Quand on voit que Moscovici peut être choisi par Emmanuel Macron pour diriger la Cour des comptes, et il a été commissaire européen, c'est quelqu'un qui a tout trahi. Il a trahi absolument tout ce qu'il croyait quand il avait 20 ans. C'est-à-dire que le peuple le voit, le peuple n'est pas stupide. Au bout de la 5e, 6e, 7e, 10e fois où vous votez pour des gens, puis ils vous disent « on va lutter contre la finance, on va améliorer ceci et cela », puis vous vous retrouvez 10 ans après avec 30% moins dans les poches, et puis il faut faire 50 km de plus pour les maternités, et puis mémé n'a plus accès à la poste, bah oui, le peuple n'est pas con en fait. C'est plutôt... Et d'ailleurs, quand il y a eu les 70% abstentionnistes, c'était Alain Duhamel qui avait sorti cette phrase extraordinaire, le peuple ne mérite pas les institutions, elle est sortie ça sur LCI je crois. Non, c'est plutôt ces élites-là, et en particulier ceux qui, à gauche, pas tous, encore une fois, ont trahi le peuple, ne méritent pas le peuple. C'est tout. Donc, je crois qu'il faut un grand moment dégagiste, entre autres à gauche, pour remettre des leaders politiques qui font le boulot, en fait, pour le peuple et par le peuple. Et alors justement, là on vient de parler de la gauche, mais vous n'êtes pas sans savoir que notre public est assez jeune et affiche une sensibilité plutôt conservatrice. Il peut être attiré évidemment par un discours souverainiste. Qu'avez-vous à dire justement à cette jeunesse plutôt de droite, souverainiste, pour la convaincre du bien fondé de votre projet? Est-ce que vous avez un message pour elle? Ce sera le mot de la fin de notre entretien. Eh bien, comme au moment de crise qu'a traversé notre pays, tous ceux qui ont voulu défendre ce beau pays qu'est la France se sont unis. Et pour s'unir, on en parlait tout à l'heure, il faut faire un effort. Vous venez de droite, eh bien, votre
vous avez des attachements à certaines choses, comme vous avez dit, conservatrices. Peut-être une manière d'assurer l'éducation des jeunes, une sorte de respect de la politesse, l'aspect régalien. Eh bien, mettez ça sur la table et acceptez ce que les autres d'en face mettent sur la table pour une union, pour défendre ce pays et qu'il aille face à un nouveau siècle glorieux. Acceptez la répartition, les services publics, la justice sociale, parce que s'il n'y a pas l'un et l'autre, on tombe.